Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. This is Apollo Control at 100. This is Apollo Control Houston at 53 hours 44 minutes into the mission. James Lovell aux commandes d'Apollo 13, juste avant la mise à feu. Dans les années 1960-70, la conquête spatiale bat son plein. Apollo 13 est la troisième mission américaine en direction du sol lunaire. Mais une explosion à bord de la fusée Saturn V va changer l'objectif des trois astronautes à bord, Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Haise, ainsi que celui du centre de contrôle de Houston. Apollo 13 Houston. Seconde par seconde, la dramatique aventure d'Apollo 13, la réussite du sauvetage est un grand espoir. Tout va être mis en œuvre pour réaliser l'impossible. Ramener sur Terre 3 hommes en perdition dans l'espace. Reste 23h50 23 secondes. C'est sûr, ils reviendront vers la Terre, mais dans quel état? C'est leur histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. 3 hommes de ma génération ont failli mourir et le monde entier, pour une fois, était à l'écoute de la vie. Apollo 13, un sauvetage historique dans l'espace. We've had loss of signal with Apollo 13. Épisode 1. Houston, on a eu un problème. We've got one more item for you when you get a chance. We'd like it to stir up your cryo tank. Nous sommes le 13 avril 1970 dans l'espace, à 322 000 km de la Terre. In addition, La mission Apollo 13 a quitté la base de lancement du Cap Canaveral en Floride le 11 avril à 13h13. 55 heures se sont écoulées depuis le lancement. La salle de contrôle de la mission qui se trouve à Houston au Texas demande à l'équipage de faire des manœuvres de routine. Okay, stand by. Il faut réaliser le brassage des réservoirs d'oxygène liquide placés dans des cuves. Ces cuves se trouvent dans le module de service de la fusée. Le brassage des gaz est une simple formalité. Fred Haise est occupé à l'avant de la fusée, près du module lunaire. Le commandant Jim Lovell flotte en apesanteur dans l'habitacle. Et le pilote Jack Swigert est à son poste. À la demande de Houston, c'est lui qui déclenche le brassage des réservoirs d'oxygène. 16 secondes s'écoulent, et puis soudain, un bruit de métal froissé et une secousse ébranle la fusée. Jack Swigert appuie sur le bouton de la radio. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, on a eu un problème. this is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Cinq jours plus tôt, le 8 avril 1970 à Cap Canaveral, la base de lancement des fusées de la NASA, le commandant de la mission Apollo 13 est très en colère. On vient de lui annoncer que son pilote, Ken Mattingly, ne participera pas à la 3e mission américaine sur le sol lunaire. Il ne sera pas le 6e homme à marcher sur la Lune à ses côtés. L'astronaute a été en contact avec des enfants atteints par la rubéole et lui-même ne l'a jamais contractée. Les risques qu'il développe les symptômes de la maladie dans les jours qui suivent à bord de la fusée Saturn V sont trop importants. Il sera donc remplacé par sa doublure, Jack Swigert, un pilote cabotin de 39 ans. À 42 ans, le commandant Jim Lovell est un vieux de la vieille. Il a intégré la NASA en 1959. Il fait partie du premier groupe d'astronautes recrutés. Il a déjà 3 sorties dans l'espace à son actif et il était la doublure de Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune pendant la mission Apollo 11. Il s'est entraîné avec ses 2 collègues, Ken Mattingly et Fred Haise. Il doit allunir avec le premier pendant que le second volera seul en orbite autour de la Lune. Il n'a pas envie de changer son équipe au dernier moment. Mais ce n'est pas lui qui décide. La conquête de l'espace possède des enjeux géopolitiques qui dépassent sa soif de connaissance et son sens de la loyauté. Faisons un petit flashback sur la conquête spatiale. Depuis que les missiles ont été perfectionnés pendant la Seconde Guerre mondiale et sont capables de voler à plus de 100 km au-dessus du sol, les scientifiques se sont mis à regarder vers le ciel. Le monde est désormais connu, mais l'espace reste à découvrir. La guerre froide a commencé en 1947. Le monde est polarisé autour de 2 superpuissances, les États-Unis et l'URSS.
Chacun de ces deux pays lutte pour son hégémonie sur le monde. Or, l'espace n'est pas qu'un lieu d'exploration pour la science. C'est aussi un lieu qui permettra sous peu le contrôle et la circulation de l'information grâce aux satellites. Voilà pourquoi les États-Unis et l'URSS se sont engagés dans une course vers les étoiles. Dès 1957, les Soviétiques sont parvenus à mettre en orbite le premier satellite, Sputnik 1, qui a fonctionné 22 jours. 2 ans plus tard, en 1959, ils ont aussi été les premiers à survoler la Lune et, en 1961, Youri Gagarin est devenu le premier homme en vol orbital autour de la Terre. À chaque fois, les Américains sont devancés de quelques mois par les Russes. Le président Kennedy considère que les succès des Soviétiques ternissent le prestige de l'Amérique. Il lance donc le programme Apollo, dont l'objectif est la Lune. Les fonds mis à disposition pour ce programme sont presque illimités. Les États-Unis prennent leur revanche le 21 juillet 1969 grâce à la mission Apollo 11. Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur le sol lunaire. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Nous voilà de retour à Cap Canaveral au début du mois d'avril 1970, quelques jours avant le lancement d'Apollo 13. Apollo 13 est la 3e mission habitée sur la Lune. Elle a notamment pour but de recueillir des échantillons du sol lunaire pour améliorer notre connaissance de cet astre. 13. C'est un nombre qui porte malheur dans l'imaginaire collectif. Marilyn, la femme de Jim Lovell, déplore que la NASA ne soit pas passée de la mission 12 à la mission 14, comme on saute la rangée 13 dans certains avions. Elle a un mauvais pressentiment. La veille du lancement de la fusée, son alliance a glissé de son doigt pendant qu'elle prenait sa douche et elle est tombée dans le siphon. Pour Marilyn, c'est un mauvais présage. Mais elle est comme toutes les épouses d'astronautes. Elle refuse d'inquiéter son mari à quelques heures du lancement. Pendant que Marilyn angoisse, les États-Unis pleurent. Le 10 avril 1970, les Beatles ont annoncé leur dissolution. Cette information occupe toute la presse. Tout le monde se désintéresse de la mission Apollo 13. Les gens sont déjà blasés par la conquête spatiale. Même le New York Times n'accorde qu'un entrefilet au départ de la mission. Le 11 avril 1970, vers midi, Lovell, Swigert et Hayes montent en combinaison spatiale dans l'ascenseur du pas de tir de leur fusée Saturn V. Ils sont déjà à plus de 100 mètres du sol quand ils pénètrent dans le module de commande. En dessous d'eux, il y a le module de service avec les moteurs et les réservoirs de kérosène, d'oxygène et d'hydrogène. Au-dessus d'eux, il y a le compartiment qui abrite le LEM, le module lunaire qui emmènera Lovell et Swigert sur la Lune dans quelques jours. Le LEM ressemble à une petite navette aux parois métalliques toutes fines que l'on conduit debout. Les astronautes le surnomment l'Aquarius. L'heure tourne. Les 3 hommes s'installent au poste de décollage, bouclent leur ceinture et attendent les instructions de Houston. Le centre de contrôle de Houston au Texas est une vaste salle remplie d'ingénieurs qui font des calculs au crayon sur des feuilles à côté d'ordinateurs qui nous paraissent aujourd'hui rudimentaires. La salle est perpétuellement envahie d'un nuage de fumée de cigarettes et de pipes qui flottent près du plafond. L'odeur de tabac froid se mélange à celle du café filtre avec une petite touche âcre, celle de la sueur masculine. Cette équipe d'ingénieurs est placée sous le commandement de Gene Kranz. Ce militaire du génie aéronautique de 36 ans est connu pour sa coupe de cheveux très courte en balai-brosse. Aujourd'hui, il porte un gilet. Il porte toujours un gilet quand il supervise les missions habitées. 9, 8, ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. À 13h13, les énormes réacteurs de la fusée démarrent.
Saturne V s'arrache du sol dans un nuage de feu et de gaz. Alors que le vaisseau monte assez vite pour s'affranchir de la pesanteur, des voyants se mettent à clignoter en rouge. On dirait que l'un des 5 moteurs vient de tomber en panne. Krantz ordonne à ses ingénieurs de faire des calculs. Ils sortent tous leurs crayons et griffonnent des équations sur le papier. Au bout de 5 minutes, ils sont unanimes. Cette panne est mineure. 13 peut continuer sa route vers la Lune. À bord de la fusée, le commandant Lovell est soulagé. Toutes les missions doivent avoir une avarie. Voilà la sienne. Dans les heures qui suivent, il n'y a pas grand-chose à faire. L'équipage s'offre le luxe d'une longue sieste. 55 heures s'écoulent sans problème à signaler. Houston lit la presse aux astronautes qui font des pirouettes en apesanteur. Il filme aussi l'intérieur de la fusée. Les images sont retransmises sur une chaîne payante car les grandes chaînes ont été échaudées depuis que la lentille de la caméra d'Apollo 12 a été brûlée par les rayons solaires. La retransmission avait cessé brutalement et les télés ne veulent plus de ce genre de problème. Les épouses des astronautes, quant à elles, peuvent se rendre dans une pièce mise à leur disposition à Cap Canaveral pour apercevoir leur mari. Marilyn Lovell est un peu plus sereine. Tout semble bien se passer. Elle décide donc de rentrer chez elle pour s'occuper de ses 2 filles. Nous sommes le 13 avril. Ça fait 55 heures et 50 minutes que l'équipage fonce vers la Lune. L'astre pâle n'est plus qu'à 60 000 km d'eux, si proche et encore si lointain. Houston commence une série de procédures de routine avec les astronautes. Il faut désormais brasser les 3 réservoirs d'oxygène liquide qui se trouvent dans de grandes cuves sphériques dans le module de service. C'est simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton dans le module de commande et un petit ventilateur remuera ces molécules dont la survie de l'équipage dépend. 55 heures, 53 minutes et 18 secondes après le lancement de la fusée, Jack Swigert déclenche la procédure. Le réservoir numéro 2 provient de la fusée de la mission Apollo 10 qui s'est déroulée 1 an plus tôt. Il avait été réparé après une toute petite chute à l'atelier de montage. Il a été testé. Il fonctionne parfaitement. Personne n'avait vu que le courant envoyé dans le réservoir lors du test avait fait fondre les gaines des fils électriques situés dans la cuve. Au moment où Swigert appuie sur le bouton du brassage, un arc électrique se forme entre les fils dénudés dans la cuve numéro 2. Les étincelles embrasent l'oxygène qui est hautement combustible. La chaleur monte en quelques secondes et la cuve explose. 16 secondes se sont écoulées depuis que Swigert a appuyé sur le bouton du brassage. Toute la fusée est ébranlée par une secousse. Un bruit de métal froissé résonne dans le module de commande. Lovell pense qu'une petite météorite vient de heurter la fusée. Swigert constate que tous les voyants de son poste de pilotage s'allument en rouge. Le courant baisse brutalement dans la fusée. Il communique immédiatement avec le centre de contrôle. Swigert dit « Houston, on a eu un problème. » Houston répond « Ici Houston, répétez s'il vous plaît. » Cette fois, c'est la voix du capitaine Lovell qu'on entend. « Houston, nous avons eu un problème. » Dans la salle de contrôle, tout le monde se fige. Tous les voyants des tableaux de commande se mettent à clignoter comme si toute la fusée tombait en panne. C'est impossible. Il doit y avoir un problème d'ordinateur, d'électronique ou de communication. Pendant 1 minute, c'est un véritable chaos au Texas. Les ingénieurs redémarrent tous les ordinateurs. Au même moment, à 320 000 km de la Terre, le commandant Lovell constate que les jauges d'oxygène sont en train de chuter brutalement. Il sait que c'est grave. Une pensée lui traverse l'esprit. Il se demande pourquoi ce genre de problème n'est pas arrivé à Apollo 12 ou Apollo 14. Il fallait que ça tombe sur Apollo 13. Lovell colle son nez au hublot du module de commande. Une sorte de gaz est en train de se propager en gros nuages autour de la fusée. Il comprend que c'est l'oxygène de ses réservoirs.
Quand Gene Kranz prend la mesure du drame, il annonce que la mission lunaire est annulée. Maintenant, son seul objectif est de ramener Lovell, Swigert et Hayes à la maison sains et saufs. Il a déjà perdu 3 astronautes dans l'incendie du module de commande d'une fusée lors d'un exercice de répétition de la mission Apollo 1 en 1967. Il ne veut pas revivre ça. Il fait immédiatement venir à Houston tous les astronautes des missions Apollo précédentes et tous les ingénieurs qui ont travaillé à la création de Saturne V et du LEM. Tous les cerveaux capables de trouver des solutions doivent être réunis ici et maintenant dans le centre de contrôle. À 320 000 km de la fusée en perdition, en Floride, le téléphone sonne chez les Lovell. Marilyn décroche. C'est une amie qui se propose de la soutenir. La femme du commandant d'Apollo 13 ne comprend rien. De quoi parle cette femme ? Soudain, l'autre téléphone se met à sonner, celui qui est en liaison unique avec la NASA. Elle comprend que quelque chose de grave vient de se produire. À Houston, une décision vient d'être prise. Les 3 astronautes vont utiliser le LEM comme canot de sauvetage. Les ingénieurs leur laissent 15 minutes pour quitter le module de commande de Saturne V. Cela implique de faire basculer toutes les données de l'ordinateur de la fusée vers celui du module lunaire. En 1970, cette opération se fait à la main. Lovell se fait dicter une série de lignes de code et d'équations qu'il note sur une feuille. Il a peur de se tromper, mais il est entraîné pour avoir des nerfs d'acier. Enfin, l'équipage entre dans le LEM. Le module lunaire possède ses propres réserves d'eau, d'oxygène et de kérosène, mais il est prévu pour subvenir aux besoins de 2 hommes pendant 2 jours, pas de 3 hommes pendant une durée encore indéterminée. I hope the guys in the back room have fixed this up right. J'espère que les gars dans la pièce du fond ont bien calculé leur coût. Cela, c'est l'humour américain et cela peut même devenir un mot historique puisque ce sont les paroles que j'ai entendues prononcer par James Lovell aux commandes d'Apollo 13. This is Apollo Control at 110 hours, 2 minutes. That was Jim Lovell reporting. Fred Hayes is sleeping at... Lovell et Swigert dorment dans l'étroite et inconfortable cabine de pilotage du LM. Seul Hayes, éveillé, maintient la liaison avec Houston et assure le quart. Les 3 astronautes, Lovell, Swigert et Hayes, sont maintenant réfugiés dans le minuscule module lunaire. Pour économiser l'énergie du LEM, il faut éteindre tout ce qui est inutile, à commencer par le chauffage et tous les appareils de navigation secondaire, à l'exception de la radio, la seule chose qui les relie à la Terre. C'est sans doute un des dialogues les plus dramatiques du monde, le dialogue entre Houston et la capsule d'Apollo 13, Apollo 13, perdue dans le ciel. À Houston, Gene Kranz, le directeur du centre de contrôle, met la pression sur ses ingénieurs. Certains d'entre eux travaillent sur le LEM. Il faut déterminer s'il peut être un canot de sauvetage viable dans l'espace en sachant qu'il a été conçu pour 2 personnes et non pour 3. D'autres ingénieurs étudient les itinéraires de retour possibles. Kranz va devoir choisir entre 2 options. Proposition numéro 1. La fusée arrive dans le champ gravitationnel de la Lune. Elle a besoin de beaucoup d'énergie pour négocier un demi-tour. Sauf qu'on ne sait pas dans quel état sont les moteurs. Si la propulsion n'est pas assez forte, la fusée sera happée par la gravité de la Lune et elle s'écrasera sur le sol lunaire. Si la manœuvre réussit, l'équipage peut espérer revenir sur Terre dans un peu plus de 2 jours. Proposition numéro 2. La fusée se met en gravitation autour de la Lune, elle accélérera comme une nacelle dans un grand 8. Il suffira de pousser les moteurs au bon moment pour profiter d'un effet de fronde et reprendre le chemin de la Terre en consommant un minimum d'énergie. Les astronautes pourront rentrer dans 4 jours s'il y a assez d'oxygène dans le LEM jusque-là. Après un temps de réflexion, Kranz choisit la solution numéro 2 qui lui paraît moins risquée. Cela fait maintenant 21 heures que le réservoir d'oxygène numéro 2 de la fusée a explosé. La navette vient d'entrer en orbite autour de la Lune. Elle la survole à 100 km d'altitude. Le nez collé au hublot du LEM,
Les 3 astronautes regardent luire l'astre pâle. On voit maintenant ses cratères et sa surface à la fois désolée et sublime. Et puis, ils entrent dans son ombre. Ils survolent la face cachée de la Lune. Ce spectacle inconnu les subjugue. C'est un moment magique et silencieux. We've had loss of signal with Apollo 13 as it passes above the backside of the moon. La radio a cessé de fonctionner parce que les ondes envoyées depuis la Terre n'arrivent plus jusqu'à eux. Ce moment de grâce tragique dure une dizaine de minutes. Et puis la radio se met à grésiller à nouveau. Houston parle. Il faut se préparer à lancer les gaz pour sortir de l'orbite lunaire et reprendre la direction de la Terre. À Houston, tout le monde retient son souffle. Est-ce que les moteurs du LEM seront assez puissants pour traîner le poids mort qu'est devenue la fusée Saturn V ? Swigert pousse les manettes. L'équipage constate qu'un virage s'amorce. La Terre est désormais en phase 2. À Houston, les ingénieurs et Krantz célèbrent cette première victoire, mais un autre problème va bientôt risquer de tuer l'équipage. Les 3 astronautes tentent de se reposer un peu, mais il ne fait que 3 degrés dans le LEM. Dès qu'ils s'assoupissent, ils sont réveillés par des frissons. Ils renoncent même à manger et à boire. L'eau et les vivres semblent sortir du congélateur. Et puis, ils ne peuvent pas évacuer leurs déchets corporels hors du LEM. Tout ce qui sort du module lunaire effectuera une propulsion. Aussi minime soit-elle, cette propulsion modifiera l'angle d'entrée de la fusée dans l'atmosphère de la Terre. Si cet angle est trop ouvert, la fusée rebondira sur l'atmosphère et se perdra pour l'éternité dans le vide astral. Si cet angle est trop fermé, la fusée brûlera dans l'atmosphère exactement comme une étoile filante, une petite météorite qui se désagrège par frottement dans le ciel. Lovell, Swigert et Hayes pensent chacun à leur famille et à leur peur de ne plus les revoir, mais ils n'en parlent pas. Ils tiennent à rester professionnels et à ne rien laisser paraître pour rester concentrés. Cette concentration, ils en ont besoin pour rester vivants. Soudain, de nouveaux voyants de danger s'allument dans le LEM. Le taux de gaz carbonique est trop haut dans l'habitacle. Si les astronautes ne font rien, ils vont mourir asphyxiés. À Houston, c'est le branle-bas de combat. Il faut trouver une solution pour changer les filtres d'épuration de l'air du LEM avec ce qu'il y a à bord du LEM. Et il n'y a pas grand-chose dans le module lunaire. Du ruban adhésif, des bouts d'emballage plastique, les sous-vêtements des astronautes et les filtres carrés de la fusée alors que ceux du LEM sont ronds. Les ingénieurs se mettent à travailler et fabriquent un adaptateur qui devrait fonctionner. Ils guident ensuite les 3 astronautes pour qu'ils reproduisent ce bricolage. Et ça marche. L'adaptateur fonctionne. Le taux de CO2 dans le LEM retombe. Les astronautes respirent, au sens littéral. Sur Terre, la presse internationale s'est prise de passion pour les aventures d'Apollo 13. Tous les journaux télévisés en parlent. Tous ceux qui suivent ce sauvetage sont d'accord ici pour dire que ce sera un succès peut-être équivalent au premier pas de l'homme sur la Lune. Rendez-vous compte. Pour les faire revenir alors que les machines électroniques tournaient pour chercher un plan de vol de secours, on en est revenu au bon vieux système D, colmater la fuite de gaz carbonique l'autre nuit avec du Chatterton. C'est fantastique. À l'école, les filles de Jim Lovell sont assaillies par la compassion déplacée de leurs camarades qui leur présentent déjà leurs condoléances. Ça fait maintenant 3 jours que les astronautes sont dans le LEM. Fred Hayes commence à développer les symptômes d'une infection urinaire. Il a de la fièvre, l'équipage est à bout de force lorsque Houston leur annonce encore une mauvaise nouvelle. La trajectoire de la fusée est incorrecte. Elle va rebondir dans l'atmosphère. Il faut absolument corriger l'itinéraire. Et cette manœuvre périlleuse va devoir être réalisée à la main en prenant la Terre comme point de repère dans le hublot. Ça frôle la folie. Le système de guidage principal est coupé pour économiser l'énergie. L'équipage ne dispose que de l'ordinateur de secours.
Swigert, le pilote, attend les instructions de Houston. Quand le centre de contrôle lui en donne l'ordre, il rallume les moteurs du LEM. Lovell voit la Terre et la Lune bouger dans les hublots. La trajectoire est corrigée avec succès. Dans 5 heures, la fusée va retrouver l'atmosphère terrestre. Si les astronautes tentent de rester sereins, à Houston, l'angoisse monte encore d'un cran. On ne sait pas si le bouclier thermique de la fusée a été endommagé par l'explosion. Si c'est le cas, la fusée va prendre feu en approchant de la Terre. En ce 17 avril, 6 jours après leur départ de Cap Canaveral, les astronautes reçoivent l'ordre de quitter le LEM pour redescendre à l'étage inférieur dans le module de commande de la fusée. Le LEM n'est pas conçu pour résister au frottement de l'atmosphère. Il reste normalement assez d'oxygène dans la fusée pour arriver sur Terre. Une fois installés dans le module de commande de Saturne V, les astronautes larguent le LEM. Par le hublot, ils aperçoivent leur canot de sauvetage dérivé dans l'espace. Il doit se cracher en mer dans la fosse des Tonga à l'est de l'Australie pour que sa pile atomique chargée de plutonium ne puisse rien irradier. L'atmosphère de la planète bleue est là, toute proche. Odyssey, Houston, over. Go ahead. Okay, LOS in a minute or a minute and a half. At entry attitude, we'd like Omni Charlie. And welcome home, over. Thank you. Houston prévient l'équipage. La radio va être coupée pendant 3 minutes quand la fusée va traverser les premières couches atmosphériques. Ça y est, c'est le moment de vérité. Apollo 13 should have entered the Earth's atmosphere at this time. À Houston, tout le monde retient son souffle. La radio n'émet qu'un faible grésillement pendant 3 minutes. Puis, la 4e minute commence et il ne se passe toujours rien. C'est encore le blackout. Les nerfs de Gene Kranz sont mis à rude épreuve. Et enfin, au bout de 5 longues minutes, la salle de contrôle entend la voix des astronautes. Ils sont vivants, le bouclier thermique est tenu. Il faut maintenant savoir si les parachutes de la capsule spatiale vont s'ouvrir et freiner la chute libre du vaisseau. Houston suspend une nouvelle fois sa respiration. Les parachutes s'ouvrent un à un, ils stabilisent la fusée qui ralentit sa course. Le vaisseau amérit dans l'océan Pacifique entre la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji. Ses bouées se gonflent instantanément pour le maintenir en flottaison. Un navire de l'armée américaine est tout proche. Un hélicoptère et des hommes grenouilles sont aussitôt envoyés sur place pour délivrer les 3 astronautes de leur capsule. Quand la porte du sas est ouverte, l'air tiède et iodé pénètre dans l'habitacle glacé. Les 3 hommes sont installés dans une nacelle et déposés en sécurité à bord du navire américain. Lovell, Swigert et Hayes sont sains et saufs. À Houston, tous les ingénieurs de la salle de contrôle sont debout. Ils applaudissent leur exploit. Certains sortent des cigares et les allument. Gene Kranz siffle comme s'il venait de voir son équipe favorite remporter un match. Lorsque Lovell, Swigert et Hayes arrivent à Cap Canaveral, ils sont pris en photo à la sortie de l'avion. Ils sont mal rasés, ils sourient et ils sont pressés de retrouver leur famille. Après le suspense, le drame, la victoire, la fête, la parade à l'américaine bien sûr. Tôt hier, le président Nixon a fait un saut à Houston pour saluer les techniciens de la NASA. Le Dr Payne, le patron de la NASA, a d'abord déclaré « Nous avons sauvé nos hommes, mais notre mission a été manquée. Vous voudrez bien nous en excuser. » À cela, Nixon a répondu « Grâce à vous, ils sont sur Terre. Le monde entier s'est passionné pour leur aventure, même derrière le rideau de fer. » 4 autres missions Apollo auront lieu jusqu'en décembre 1972, jusqu'à ce que de nouvelles contraintes budgétaires mettent fin à ce programme. Mais la conquête de l'espace ne s'est pas arrêtée pour autant. Des sondes nous ont permis de découvrir les confins de notre système solaire. Et aujourd'hui, les astronautes lèvent les yeux vers Mars. Ce sera la prochaine conquête de l'homme et de la femme. En 2017, la NASA et d'autres agences spatiales ont lancé le programme Artemis. Dans la mythologie,
Artémis est la sœur d'Apollon. Ce programme prévoit de fouler à nouveau le sol lunaire en 2025. Les 2 premiers astronautes à poser le pied sur cet astre seront une femme et une personne de couleur. Mais pour l'heure, cette histoire s'écrit encore au futur. 3 hommes de ma génération ont failli mourir et le monde entier, pour une fois, était à l'écoute de la vie. Ils étaient voués aux analyses scientifiques et voilà que parce qu'ils risquent de perdre leur vie, 5 ou 600 millions de terriens se mettent à l'écoute de leurs pulsations cardiaques, tremblent quand ils grelottent, se bouchent le nez quand ils respirent du gaz carbonique, prient ou souhaitent qu'ils s'en sortent. Volera-t-on encore vers la Lune ou vers ailleurs? Bien sûr, puisque c'est le destin de l'homme de chercher son origine, sa côte. Chris Kraft, l'homme le plus célèbre de la NASA, disait tout à l'heure à tous ceux qui avaient participé de près ou de loin, directement ou par la pensée, au sauvetage des 3 terriens d'Apollo 13, que l'aventure spatiale n'en était qu'à ses débuts, qu'on avait tendance à l'oublier et que le futur s'ouvrait tout grand à la participation de tous. Avant d'être un exploit, pour moi qui ai suivi seconde par seconde la dramatique aventure d'Apollo 13, la réussite du sauvetage est un grand espoir. Yeah, it's going to be a wild one. Less than 7 minutes now from time of entry into the Earth's atmosphere. Onboard display now shows a velocity of 33,383 feet per second. C'est la fin de ce récit en 2 parties sur la mission Apollo 13. Merci de l'avoir écouté. Toutes les archives que vous venez d'entendre sont les archives originales de la NASA. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Romain Vintillas. Et moi, l'auteur de ce récit, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.